Bienvenue sur Content Centric, le podcast où nous explorons les stratégies, les formats et les créateurs de contenu qui façonnent la communication de marque aujourd'hui. Je suis Nicolas Huberman, fondateur de l'agence Story for Brands, et tous les 15 jours, je vous invite à plonger dans le monde fascinant du marketing de contenu. Dans chaque épisode, nous décrypterons comment les entreprises peuvent gagner la bataille de l'attention en créant des histoires captivantes et en utilisant les formats de contenu les plus innovants. Que vous soyez un professionnel du marketing, un créateur de contenu ou simplement curieux de découvrir les coulisses de la communication de marque, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, informé et prêt à transformer votre approche du contenu de marque. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Content Centric. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Bertrand Amar, une figure incontournable de l'e-sport en France. Bertrand dirige les activités e-sport du groupe Webedia. Webedia, c'est un acteur leader de l'e-sport en France et organise les plus grandes compétitions d'e-sport francophones, dont la célèbre LFL de League of Legends, à laquelle participent les plus grandes équipes françaises comme la Carmine, Vitality, Gentlemates ou Solari. Il supervise également la branche média de Webedia e-sport, incluant la chaîne de télévision MGG TV. Bertrand a une très longue expérience dans les médias et sa passion pour les jeux vidéo remonte bien avant l'essor de l'e-sport tel que nous la connaissons aujourd'hui. Dès 1994, il animait des émissions consacrées aux jeux vidéo, après avoir débuté à la radio à l'âge de 14 ans. Bien renseigné. Cette double expérience lui confère une vision unique sur l'évolution de la création de contenu. J'ai invité Bertrand parce que je le connais depuis bientôt 20 ans et que j'ai toujours adoré sa vision des contenus et son approche du brand content. Si vous voulez comprendre comment les marques peuvent se démarquer, créer de l'impact et captiver ses cibles, cet épisode est fait pour vous. Bienvenue Bertrand dans Content Centric. Merci Nicolas, je suis ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Écoute, on va démarrer notre interview. Est-ce que tu peux déjà nous raconter comment ta passion des jeux vidéo est arrivée en toi ? Ah oui, d'accord. On va remonter loin. En fait, moi j'ai 53 ans, je suis né en 1972. Et au début des années 80, il y a eu deux phénomènes concomitants qui m'ont tous les deux touché de plein de faces. D'une part, l'arrivée du jeu vidéo, des consoles, et notamment de l'Atari 2600, qui était vraiment la console culte de l'époque, qui est encore culte aujourd'hui. Lego l'a édité en boîte à fabriquer, que j'ai acheté bien évidemment. Donc j'ai découvert un peu le jeu vidéo à cette époque, comme toute cette génération qui découvrait les premières consoles de jeux finalement. Et puis concomitamment à cela, il y avait un autre phénomène avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, la libération de la bande FM et l'arrivée de ce qu'on appelait les radios libres. Et ça, c'est un truc qui me passionnait en étant gamin, de voir les naissances de radios qui existent encore aujourd'hui, comme Énergie, RFM, etc. Donc j'ai eu cette passion, cette double passion pour les médias et les jeux vidéo, finalement, dès l'âge de 10 ans. Et comment tu as démarré à la radio ? C'est vrai cette histoire de 14 ans ? Ouais, c'est vrai. Même, en fait, j'ai commencé effectivement à 14 ans, mais j'ai essayé de commencer avant. J'ai grandi en banlieue parisienne, à Sarcelles, et il y avait une radio locale quand j'étais vraiment gamin, quand j'avais 10-12 ans. J'étais allé frapper aux portes de cette radio. J'avais trouvé la tour dans laquelle elle émettait tout en haut d'un immeuble. Et évidemment, on m'avait envoyé bouler gentiment, mais on m'avait envoyé bouler. Je n'étais même pas rentré dans le studio. Et puis, quelques années plus tard, il y a une autre radio libre qui est née à Sarcelles. Là, j'étais plus grand, j'avais 14 ans, donc j'y suis retourné. Et cette fois-ci, on m'a accepté une émission hebdomadaire sur l'actualité pour les jeunes à Sarcelles. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à animer d'autres émissions, à en réaliser d'autres. Et finalement, j'y passais tout mon temps libre. Donc, effectivement, j'ai commencé à faire de la radio libre, associative. C'était beaucoup plus facile à l'époque d'accéder à ces radios. C'était l'équivalent des chaînes Twitch aujourd'hui. On avait envie de faire un truc, on trouvait un créneau, quoi. Et ensuite, ça s'est un peu professionnalisé, puisqu'à 17 ans, j'ai eu la chance de rentrer sur Énergie en province, dans le sud de la France, du côté de Montpellier, à 7, et j'ai animé ce qui s'appelait le Star Match à l'époque. Tu dois te souvenir de cette émission. Voilà, j'animais donc le 17h-21h pendant 3 mois l'été sur Énergie à 7, et c'est là que à 17 ans j'ai commencé à devenir entre guillemets un professionnel de la radio, puisque ça y est, j'étais sur des radios pro, quoi. Voilà. Et nous, on s'est connus parce que tu as eu une vie de producteur télé, Ouais. après, par la suite. Et puis, il y a
il y a bientôt 10 ans, tu as rejoint le groupe Webedia. Absolument. Et en gros, c'était quoi ton rôle en arrivant chez eux et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comme tu l'as dit, j'ai produit beaucoup de contenu lié aux jeux vidéo depuis les années 90, à l'époque où pour voir de la vidéo, il n'y avait pas d'autre choix que la télé. Il n'y avait pas encore Internet, il y avait encore moins YouTube. Il y avait encore moins la vidéo sur Internet qui est arrivée une dizaine d'années plus tard, effectivement, avec YouTube. Les seuls moyens de s'informer, c'était les magazines qui, par principe, n'avaient que des images figées lorsque de temps en temps ils donnaient une cassette vidéo. Il y avait des cassettes vidéo dans les magazines de jeux vidéo à l'époque de temps en temps. Donc voilà, j'ai produit beaucoup d'émissions avec ma structure de prod. Et puis ensuite je l'ai revendu et je continue à la diriger. En parallèle, j'ai monté la première agence de gestion de talent e-sport avant que l'e-sport ne sorte du bois en 2012. Où on a commencé à signer des personnalités qui évoluaient dans l'écosystème du jeu compétitif, dont la plupart sont encore avec nous aujourd'hui. Je pense à Domingo, notamment, qui était un jeune streamer qui avait à peine 18 ans dans sa chambre. Bruce Granek, qui était à l'époque double champion du monde de FIFA et de PES. Donc un joueur pro, beaucoup de personnalités dont on s'occupe encore aujourd'hui, comme Zach Nani, Braque, on a eu Kameto également, Yellow Star, enfin beaucoup de personnalités. Donc au départ, tu les accompagnais Ouais, en fait, je les accompagnais d'une part pour gérer leur image, leurs réseaux sociaux, leur communication, donner la meilleure image d'eux-mêmes, réaliser des séances photos pour les valoriser, etc. Et finalement, monétiser leurs audiences et leur expertise auprès de marques. Donc dès le départ, par exemple, Bruce Granek a été l'ambassadeur de Coca-Cola qui avait le droit d'exploiter la licence FIFA la marque était partenaire de la FIFA. Et donc tous les contenus liés au jeu FIFA sur le portail gaming de Coca-Cola à l'époque étaient portés par Bruce Granek, qui était ultra légitime puisqu'il était maintes fois champion du monde du jeu. Voilà. Donc ça, c'était un premier exemple de collaboration entre les marques et l'écosystème e-sport, mais c'était vraiment à l'époque balbutiant. Et puis aux alentours de 2015-2016, l'e-sport est sorti du bois. On a réalisé la première diffusion d'e-sport fin 2015 sur l'équipe 21 à l'époque, avec la finale de la Coupe du Monde FIFA SWC. Et là, les médias ont commencé à se dire, tiens, il se passe un truc, il y a des contenus, et tout s'est accéléré début 2016. Canal+ a commencé une stratégie d'e-sport, beIN également, l'équipe également, puisqu'on a lancé sur l'équipe un championnat FIFA tous les vendredis soirs en prime time, animé par Florian Gazan, commenté par Bruce Granek, qui devenait expert commentateur et son complice Braque. Et là, tout s'est accéléré. C'est à ce moment-là que le groupe Webedia, comme d'autres groupes, ont décidé de s'intéresser à l'e-sport, d'ouvrir une verticale e-sport. Et Webedia l'a fait avec plus d'ambition probablement que les autres. A fait l'acquisition de plusieurs sociétés concomitamment dans la deuxième partie de 2016, dont Bang Bang Management, l'agence que j'avais cofondée. Et depuis, je dirige les activités e-sport du groupe. Et tu avais déjà le projet de lancer une chaîne? Tu avais déjà tout ça? Absolument, tu as tout à fait raison. On avait déjà mis sur le papier le projet de la chaîne ES1, donc j'avais déposé la marque ES1 pour eSports One finalement, la première chaîne dédiée à l'e-sport. Il y avait une course à l'époque entre deux projets de chaînes télé, et forcément, il ne pouvait y en avoir qu'une. Donc, on allait tous voir les diffuseurs, que sont Orange, Canal, etc. Et j'avais effectivement déjà approché ces diffuseurs de manière un peu indépendante. Et lorsqu'on est arrivé chez Webedia, le projet s'est accéléré et on a pu lancer ES1 assez rapidement. Enfin, assez rapidement. La plus grande difficulté a été de la faire conventionner à l'époque par le CSA, qui avait du mal à se positionner sur la nature de l'e-sport. Est-ce que c'est de la pub pour les jeux vidéo? Est-ce que c'est du sport? C'était un vrai débat entre les sages et les juristes du CSA, et c'est finalement ce qui a retardé le lancement de la chaîne, qui a vu le jour début 2018, donc assez rapidement après. Toi, t'es un gros joueur de jeux vidéo à la base? Ah ouais, moi j'ai jamais arrêté. Je joue encore beaucoup, quasiment tous les jours. Je vais dire à minima
un petit jeu snack comme ça sur mon portable quand je suis dans le métro ou dans mon lit. Mais dès que j'en ai l'occasion, j'allume la console. Je suis plus un joueur console qu'un joueur PC. Comme je passe la journée sur mon PC, lorsque le soir arrive, j'ai envie de me foutre dans le canapé, et donc j'attrape plus facilement une manette qu'un clavier. Donc j'ai un PC gamer, mais je joue surtout sur console. Et aujourd'hui, ça t'aide vraiment, le fait d'être un vrai gamer, de comprendre les besoins de la cible e-sport, de comprendre les tendances, de comprendre les attentes aussi des marques? Alors, je suis pas un joueur de tous les jeux dont on s'occupe des circuits compétitifs. Par exemple, je ne joue pas à League of Legends. J'ai essayé, mais c'est beaucoup trop dur pour moi. C'est beaucoup trop chronophage. Il faut vraiment rentrer dans le jeu. Et j'adore regarder du League of Legends, mais je ne sais quasiment pas y jouer. En tout cas, voilà. Et je pense que c'est la même chose pour le sport. Hein. On peut être un expert du foot sans être un bon footballeur. Hein. Donc, je pense que c'est la même chose. Donc oui, le fait d'être un gamer me permet vraiment de comprendre cette culture et ces communautés, mais on n'a pas besoin d'être un expert de chaque jeu pour travailler dans l'e-sport. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que fait aujourd'hui Webedia eSport, ouais. Les différents sujets, Ouais, complètement. Mon boulot consiste en gros à obtenir la licence de jeu majeur auprès des ayants droit, c'est-à-dire les éditeurs, et de pouvoir exploiter cette licence sous forme de circuit compétitif. Donc, si on doit faire une analogie avec le sport, on est un petit peu la LFP, par exemple, c'est-à-dire qu'on gère le circuit professionnel de League of Legends ou de Valorant. On a la licence exclusive pour faire cela. Et parfois, on est aussi la FFF, puisqu'on gère aussi les circuits amateurs de certains jeux. Donc, on aime bien avoir la possibilité de mettre en œuvre notre expertise, notre savoir-faire pour gérer la pyramide de l'e-sport, c'est-à-dire le circuit amateur, le circuit semi-pro, le circuit pro, et même au-delà, notamment les compétitions européennes auxquelles se qualifient les meilleures équipes du circuit français. C'est le cas sur League of Legends, où on gère l'équivalent de la Ligue des Champions, un petit peu de League of Legends, les EME Masters, auxquels participent les meilleures équipes d'une douzaine de ligues européennes et du MENA. Et comment tu gères les projets? Vous êtes une équipe de combien? Comment ça s'organise? Alors, donc Webedia, c'est un grand groupe. Il y a en France à peu près 1300 personnes, 3000 ou 2500 à peu près dans le monde. Et sur l'e-sport, on a des équipes dédiées, j'ai envie de dire une quarantaine de personnes vraiment dédiées à l'e-sport, mais on bénéficie aussi d'équipes transversales chez Webedia, au niveau de la production audiovisuelle, au niveau du commerce, de tous les services support, RH, etc. Donc voilà, on est 40 dédiés à l'e-sport, mais au final, ça représente plus de temps plein que 40. Et puis évidemment, dans ces métiers, il y a beaucoup de partenaires, de sociétés de production indépendantes qu'on fait travailler. Par exemple, sur League of Legends, on travaille avec une société qui nous produit le flux, qui est OTP, et qui diffuse la compétition. Donc voilà, donc on participe à la structuration de l'écosystème e-sport, avec notamment des sociétés qui travaillent avec nous au quotidien et qui permettent d'avoir plein de programmes sur les différents canaux, dont la chaîne de télé. Ouais, on produit énormément de contenu. On produit en moyenne, en 2025, en moyenne 7 heures de live par jour sur 365 jours. Ça, c'est la volumétrie du broadcast de nos compétitions ou des compétitions dont on a les droits et qu'on diffuse en langue française. Donc c'est un énorme volume de production. On a plusieurs flux en parallèle quasiment tous les soirs. Tu connais très très bien la création de contenu. Aujourd'hui, comment est-ce que tu travailles les nouveaux formats? Comment est-ce que vous fonctionnez sur ces sujets-là? Et bien évidemment, il y a le sujet du brand content et d'intégration des marques. Comment est-ce que ça intervient? C'est un excellent terrain de jeu pour l'intégration des marques, l'e-sport. Et heureusement, je dirais, puisque l'e-sport dépend quasiment exclusivement de ses partenaires, des sponsors des compétitions ou des sponsors des équipes. Puisqu'à la différence du sport, il n'y a quasiment pas aujourd'hui de revenus de droits. C'est bien ce qui manque à l'e-sport. Il n'y a pas de revenus de droits de diffusion.
Donc l'économie de l'e-sport repose très majoritairement sur les revenus du sponsor, ensuite un petit peu les revenus du merchandising, un petit peu les revenus de la billetterie sur les événements et un petit peu les revenus des éditeurs qui veulent bien participer à l'économie des circuits de leur jeu. Mais globalement, on dépend des marques, et ce qui est intéressant pour les marques, c'est que l'audience en a pleinement conscience. Les communautés en ont pleinement conscience. Donc une marque qui arrive dans l'e-sport n'est pas perçue comme une marque intrusive, mais au contraire comme une marque qui est valorisée par les communautés parce qu'elle soutient leur passion, elle soutient l'écosystème. Et ça, c'est un truc qui est vraiment spécifique, je pense, à l'e-sport. C'est-à-dire que quand on accueille un nouveau partenaire, on voit souvent des messages « Ouais, bienvenue, merci, salut les frérots ». En fait, comme si la marque rentrait dans le club, rentrait dans la communauté et finalement validait cette passion des gamers. Moi, pour l'avoir vécu et l'avoir subi pendant de longues années, le gamer souffre toujours de l'image du gars dans sa chambre, de l'image assez négative. Yann Moix a encore dit que les fans de jeux vidéo étaient des demeurés. En 2025, le mec dit ça, quoi. Donc il y avait eu ces histoires avec Decaune, avec Nagui, avec Ardisson, qui avait parfois manqué de respect à des créateurs de contenu, des fans de jeux vidéo, en disant quoi, il y a des mecs qui regardent des gens jouer aux jeux vidéo. Et ça, le gamer, il en souffre. De moins en moins aujourd'hui, mais historiquement, il en souffrait. Donc une marque qui dit non, t'es pas un demeuré, la preuve, je viens soutenir ta passion, et une marque qui est très valorisée par les communautés. Ça, on va parler après des marques et des gens qui ont et donc après, si tu veux rentrer dans les détails, quand je dis que c'est un super terrain de jeu, c'est qu'il y a énormément de possibilités d'intégration. Énormément. Donc les marques peuvent être intégrées dans le jeu lui-même. Il y a des jeux qui le permettent d'être carrément au milieu de l'action. Les marques sont intégrées évidemment dans le broadcast avec ce qu'on appelle de la rotation logo, etc. Elles ont des activations physiques lors des événements physiques avec la possibilité d'avoir des stands et donc de rencontrer les communautés. Ce sont des communautés extrêmement connectées et donc les marques, en rentrant dans une compétition, bénéficient de tout le rayonnement de cette compétition sur l'ensemble des réseaux sociaux. Twitch, évidemment, mais aussi Twitter, Insta, TikTok, etc. Donc, on est très, très, très confortable avec ce qu'on peut proposer aux marques. Et de fait, la très grande majorité des partenaires de nos compétitions restent. Même quand elles découvrent l'e-sport, elles restent. Exemple, par exemple, avec le CIC, on est allé les voir en 2018, on leur a parlé d'e-sport, ils trouvaient ça un peu étrange au départ. Et aujourd'hui, on est en 2025 et depuis 2019, ils sont sponsors de la LFL de League of Legends. Ils n'ont jamais quitté. Et cette fidélité, on l'a pour vraiment la plupart de nos partenaires. Tu parlais tout à l'heure d'audience, donc ça veut dire mesurer la performance. Comment est-ce que vous arrivez à mesurer les perfs? Alors déjà, ce qui est génial, c'est que il y a un compteur, hein, donc on peut pas tricher. On voit l'audience sur Twitch en temps réel, ce qu'on appelle le CCV, le concurrent viewer, à un instant T. Donc ça permet déjà d'avoir un premier indice. Ensuite, on a énormément de métriques qui sont faits par des sociétés indépendantes. Alors l'audience en streaming est mesurée notamment par une boîte qui s'appelle eSport Charts, qui va aller regarder l'audience d'une compétition non seulement sur son canal principal, mais aussi sur ses canaux secondaires et notamment ce qu'on appelle le co-stream, c'est-à-dire les influenceurs qui vont diffuser la compète. On va compter cette audience puisqu'en la diffusant, ils embarquent les partenaires de cette compète sur leur chaîne. Donc ça, je dirais que l'audience live, elle est mesurée par eSport Charts. On travaille aussi avec Nielsen qui va surveiller la valeur média d'un sponsor sur les mêmes méthodologies qu'ils appliquent pour les compétitions sportives. C'est-à-dire combien de fois le logo est apparu, quelle taille, quelle proportion dans l'écran, et tout ça donne une valeur. Et puis on a aussi une société qui est basée dans l'est de l'Europe qui s'appelle Agero, qui là va carrément scanner tout le broadcast et faire des rapports en disant voilà, votre logo a été affiché tant de fois, les commentateurs ont prononcé le nom de votre marque tant de fois, voici d'ailleurs les clips pour savoir ce qui s'est dit. Mais cette société va également scanner le chat, l'espace de discussion sur Twitch, parce que c'est vraiment important de voir
ce que les gens disent lorsque la marque apparaît, lorsque la marque est au cœur des conversations, et tout ça, on le monitore. Et tu parlais tout à l'heure de co-stream. C'est prévu en amont avec les différents streamers. C'est quoi? C'est des partenariats ou ils décident de le montrer à leur communauté? Enfin, comment ça... Déjà, le co-stream, c'est un truc dont on est assez fier de pouvoir revendiquer le fait qu'il a été inventé chez nous en 2019, lorsqu'on a lancé la LFL. À l'époque, les compétitions ne se diffusaient que sur un canal. Mais on avait en LFL une équipe engagée qui avait des web TV. C'était Solari, qui est toujours là d'ailleurs, et qui avait une web TV LOL, League of Legends, pardon, qui marchait très bien. Donc on a négocié avec l'éditeur, avec Riot Games, le droit de pouvoir donner à Solari le droit de diffuser leur match. On a créé les bases du co-stream, et depuis, c'est devenu vraiment une norme. Donc en LFL, par exemple, voilà comment ça se passe. Une équipe qui est portée par un influenceur. Prenons par exemple les cas de la Carmine Corp, dont le fondateur est un énorme streamer qui s'appelle Kameto. Eh bien, on donne le droit à Kameto de diffuser son match LFL. Donc il a le droit de diffuser son match qui dure à peu près 1 heure en direct, ce qui permet à sa communauté d'avoir un commentaire passionné de supporters. Mais la contrepartie, donc nous on lui donne les droits, il génère une audience. Mais la contrepartie, c'est qu'il ne doit pas toucher au flux, il ne peut pas rajouter ses partenaires, il est obligé d'onboarder les partenaires de la compétition. Donc c'est de la visibilité en plus pour les partenaires de la compétition. Et depuis, ça s'est encore élargi. Et cette année, les streamers qui, même s'ils ne sont pas liés à une équipe, qui en font la demande et qu'on accepte, qu'on greenlight, peuvent diffuser la compétition sur leur chaîne, ce qui donne un autre point de vue que l'analyse très pro, très carré, très un petit peu télévisuel d'OTP, et on peut avoir un broadcast un petit peu plus léger, un peu plus amateur. Et voilà, et chaque communauté peut aller choisir son canal de diffusion. Je voulais parler un peu du brand content et quels étaient les différents formats les plus efficaces dans les marques qui s'engagent dans le e-sport. Des exemples ou des... Alors, par défaut, c'est ce qu'on appelle le sponsoring. Mais aucune marque n'a envie de payer juste pour avoir son logo en rotation. Donc, ce qu'on va faire avec chaque marque, c'est vraiment écouter leurs problématiques, savoir sur quels axes ils ont besoin de communiquer, auprès de quelles cibles, puisque on peut pas dire l'e-sport, c'est une cible. Chaque discipline, chaque jeu a sa propre audience, sa moyenne d'âge. League of Legends, par exemple, c'est 27 ans d'âge moyen, parce que c'est un jeu qui a plus de 15 ans. Donc ceux qui avaient 20 ans il y a 15 ans en ont 35 aujourd'hui, continuent de consommer du LOL. Et c'est un jeu qui est plutôt un jeu, on va dire CSP+, qui est un jeu PC qui se joue en équipe, un jeu plutôt dans lequel on rentre lorsqu'on est étudiant. Et donc, c'est une cible qui intéresse vraiment les marques League of Legends. Il y a des jeux qui ont des audiences plus jeunes, évidemment Fortnite, Rocket League. Voilà, donc on va discuter un petit peu. Et puis la temporalité, c'est-à-dire quand la marque a-t-elle besoin de communiquer. Aujourd'hui, on a un portefeuille de compétition qui nous permet à chaque mois, à chaque instant de l'année, d'avoir une compétition avec une audience associée. Donc on va pouvoir discuter déjà des besoins de la marque, et ensuite on va intégrer la marque de la meilleure des façons possibles, notamment en lui attribuant ce qu'on appelle un segment, c'est-à-dire un moment exclusif, un moment qui appartient à la marque et qui va être associé un petit peu à ses besoins, à son ADN. Je peux te donner plusieurs exemples. Par exemple, on a intégré les pneus Continental en LFL l'année dernière. On se dit, que vient faire une marque de pneus en LFL qui est pas du tout un jeu de sport mécanique. Bon, on a réfléchi à un moment qui pouvait être le moment le plus opportun, et League of Legends, par exemple, se joue sur une carte, une map, qui est toujours la même, mais qui évolue plusieurs fois dans la partie. À un moment, c'est la map avec les eaux. À un moment, c'est la map gelée. Et bien, au changement de map, on a fait un pop-up avec, on rentre dans le monde de glace, voilà les pneus, neige. Qui vont bien. On rentre dans le monde des eaux, voilà les pneus pour circuler sur route mouillée. Donc on a intégré la map. Un autre exemple comme ça, on a eu la banane, le fruit la banane, qui est venu sponsoriser une compétition qui était la Banque Postale, là on avait vendu le naming, la Banque Postale Coupe de France de League of Legends. Eh bien, la banane, on a trouvé un skin. Alors, un skin, je vais expliquer ce que c'est. Dans League of Legends, il y a 150 personnages. Et chaque personnage peut avoir différentes tenues. On appelle ça des skins. Les joueurs les achètent pour personnaliser leur personnage. On achète des skins. Eh bien, on est allé chercher parmi les milliers de skins qui existent. Il y avait un skin pour un personnage
qui lance des bananes. C'est-à-dire quand on met ce skin, ce personnage, au lieu de lancer son arme habituelle, lance des bananes. Eh bien, on est allé proposer aux communautés de gagner ce skin qui était offert par la marque La Banane. Et du coup, la marque était complètement intégrée au jeu même. Et ce qui est important, enfin, c'est que lorsqu'une marque sponsorise une compétition d'un jeu, elle obtient, dans la plupart des cas, en tout cas c'est le cas sur League of Legends ou sur Valorant par exemple, des droits d'exploitation du jeu. C'est-à-dire qu'elle a le droit d'offrir des digital items, des rewards dans le jeu, etc., qu'aucune autre marque n'a le droit de faire. Il faut être partenaire d'une compétition officielle pour avoir le droit de s'approprier un petit peu le jeu, les images du jeu, les images de la compétition, la marque du jeu elle-même. Et donc ça, c'est des avantages qui sont extrêmement valorisés par les marques. Ça, sur tous ces formats, même des marques auxquelles on ne pense pas du tout. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous les abordez sur cet aspect brand content, mais aussi sponsoring? Ouais, chaque aventure avec une marque est particulière. Parfois, effectivement, on les aborde en leur disant tiens, est-ce que vous avez entendu parler de l'e-sport? Est-ce qu'on peut vous en parler? Parfois, c'est elles qui viennent. Parfois, c'est leurs agences qui peuvent lancer des appels d'offres auxquels on participe, comme tous les acteurs de l'e-sport. Souvent, ce que je remarque, en tout cas souvent, c'est qu'une marque qui rentre dans l'e-sport, c'est souvent parce qu'il y a une personne qui est complètement consciente de la valeur de l'écosystème au sein de la marque et qui joue un petit peu l'ambassadeur au sein de la marque. C'est souvent ça. Il y a toujours un gars qui dit mais pourquoi on fait pas de l'e-sport, et qui va être finalement l'ambassadeur de l'e-sport au sein de la marque. On a besoin de ces relais au sein des marques parce que ce n'est pas encore totalement intégré, même si ce qu'on remarque quand même aujourd'hui, c'est que on ne voit plus une marque qui ne considère pas la question. Voilà. Tout ne s'engage pas, tout écoute parce qu'on a affaire à des audiences qui sont massives, qui sont en très très forte croissance et qui sont souvent exclusives. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans l'e-sport, lorsqu'on commence à consommer de l'e-sport, on va moins regarder les médias traditionnels, on va moins regarder de sport traditionnel, ça devient la nouvelle pratique compétitive. Et donc, les marques qui ne considèrent pas ce sujet risquent de se priver d'une audience, quoi. Non, très, très, très clair. Est-ce que là, tu découvres des nouveaux créateurs de contenu qui se positionnent sur l'e-sport? Et est-ce que tu vois aussi des nouvelles marques qui s'intéressent et qui y vont, quoi? Ouais. Alors pour ce qui est des créateurs de contenu, oui, de plus en plus de créateurs de contenu s'investissent dans l'e-sport parce que l'e-sport est tendance, parce que j'ai envie de dire le gaming à l'ancienne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va tester ce jeu, ça marche plus. Lancer un live pour jouer juste à un jeu, ça marche moins qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, l'audience a envie de frissonner, a envie de compétition, a envie de soutenir ses équipes, etc. Et donc, ce qu'on a remarqué particulièrement en France, c'est que beaucoup de créateurs de contenu, de streamers, ont lancé leur structure e-sport. Le plus connu, évidemment, c'est Kameto. On peut penser aussi à Squeezie et Gotaga qui ont lancé Gentlemate. On peut penser à Sleepix et Six Sense, deux influenceurs de Marseille qui ont lancé la Team du Sud il y a quelques années. Zerator qui a lancé sa propre équipe qui s'appelle Mandatory, qui est engagée sur Valorant. Et ce modèle, il est vraiment de plus en plus répandu à l'étranger aussi. On peut penser notamment à Ibai, qui est une énorme star du gaming en Espagne, qui a monté une équipe qui est un peu, en gros, comparable à Kameto et sa Carmine. Donc voilà, donc les influenceurs ont besoin de l'e-sport. L'e-sport a besoin des influenceurs aussi, parce qu'ils amènent une nouvelle audience, une audience hyper engagée, hyper passionnée. Quant aux marques, il y a quelques années, évidemment, les principales marques qui soutenaient l'écosystème étaient les marques dites endémiques, fabricants de PC, de claviers, de souris, de chaises gaming. De moins en moins aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des marques totalement non endémiques. En LFL, on a des marques comme KitKat, comme le CIC, comme Orange, comme Doritos, comme la Fédération française de cardiologie. Voilà, donc des marques qu'on n'associerait pas spontanément à l'e-sport et au gaming, mais qui sont ravis d'être là et de pouvoir communiquer sur un territoire de passion. Pouvoir toucher à des nouvelles cibles aussi et d'être aussi dans le coup. Oui, c'est vrai que l'e-sport, ça véhicule effectivement une image de modernité, de passion, plein de choses qui sont très valorisantes pour les marques et qui sont souvent beaucoup plus accessibles que le sport. Avec une audience beaucoup plus en phase avec leurs besoins. Aujourd'hui, quand on regarde l'audience des sports,
elle est vieillissante. Ouais. Elle est parfois très vieillissante. Le tennis, notamment, c'est plus de 60 ans d'âge moyen, le viewer. La Formule 1 ou la NBA. La NBA, je crois que c'est parmi les audiences les plus jeunes en e-sport, mais c'est plus de 40 ans. Même la NBA, dont on peut imaginer que c'est le sport pour les jeunes. Oui, comparé au tennis ou au golf, certes, mais ça reste beaucoup plus âgé que l'audience de l'e-sport, qui est aujourd'hui un âge moyen de 27 ans. Donc, en fonction de la cible qu'on cherche, l'e-sport peut répondre aux besoins des marques. Et c'est quoi, tu penses, les principaux défis et les opportunités de croissance du secteur? Pour les marques ? Ouais. Pour les marques, le principal défi, c'est de bien faire les choses, parce qu'on a des communautés passionnées. Qui dit passionné dit à l'affût du moindre faux pas. Et donc, il faut bien faire les choses, il faut bien se faire conseiller, il faut arriver en apprenant les codes. Mais aujourd'hui, globalement, on remarque de moins en moins de faux pas. C'est ça que je voulais te demander, parce que tu parlais des codes, etc. Alors, c'est quoi les pièges à éviter? Alors, je vais t'en donner un qui est tout con, mais il ne faut jamais dire le e-sport. Voilà, il faut jamais dire le e-sport. Ça, c'est un truc qui... J'espère que je l'ai pas dit. Non, c'est tu l'as l'e-sport. pas dit. C'est l'e-sport. Exactement, tu l'as parfaitement dit. Mais ça, c'est un truc qui énerve les communautés. Dans les communautés du gaming, il y a un truc qui les énerve, c'est quand on parle des jeux vidéo et qu'on met un S à vidéo. Si vous faites un tweet, un truc en disant les jeux vidéo avec un S, vous êtes sûr que certains vont dire « Ah, il a encore mis un S à jeux vidéo ». Boomer. Et si on dit le e-sport, ça présente le même type de réaction. Donc, il faut dire l'e-sport, ça c'est con, mais on a déjà vu il y a quelques années une marque, je me rappelle une marque automobile, qui avait dit on est content d'arriver dans le e-sport. En tweet, voilà, c'était pas le meilleur moyen d'arriver dans l'e-sport. Donc voilà, faut faire un petit peu gaffe au code. Mais à part ça, il y a pas de règles particulières. Est-ce que les marques, elles sont en mode vous font confiance et en gros c'est open bar et voilà, ou elles sont là dans le contrôle, ou elles sont plutôt dans le je vais apprendre? Ça dépend. Déjà, on travaille pas en direct avec toutes les marques qui sponsorisent nos compétitions. Beaucoup sont représentés par des agences. Nous, on est très à l'aise avec ça. C'est-à-dire, l'agence conseille la marque sur sa stratégie, laquelle passe certainement par l'arrivée dans l'écosystème via le sponsoring d'une compétition. Donc là, nous, on va avoir comme interlocuteur l'agence, c'est pas la marque en direct. On va accueillir son client dans nos compétitions et cette agence va faire tout ce qu'on appelle l'activation, c'est-à-dire le plan média, les contenus autour de la compétition dont ils ont les droits. Mais globalement, oui, les marques sont à l'écoute. Les marques reconnaissent les experts, que ce soit chez nous ou au sein d'agences ou même de teams, puisqu'une marque peut décider de sponsoriser une équipe. Et la marque va être en revanche extrêmement vigilante sur ce qui est dit autour de ce qui est posté, etc. C'est vraiment ce qu'elle va monitorer. Donc, aux experts de bien faire le boulot pour que le bruit et les conversations autour de la marque soient positives. On arrive à la fin de notre échange. Ça passe vite. Ça passe très très vite. J'avais quelques questions. En gros, c'est quoi pour toi le contenu qui fait sens aujourd'hui dans un monde qui est saturé d'informations et pour les marques, c'est très compliqué d'émerger. Est-ce que tu as en tête un contenu qui fait sens? Un contenu particulier lié à une marque? Non, j'en ai pas en tête comme ça, mais moi je trouve qu'un contenu qui fait sens, c'est lorsqu'on se rend même pas compte que la marque est là. C'est-à-dire que la marque est totalement intégrée au contenu, que c'est naturel. Et moi, c'est vrai que je vois beaucoup de contenus sur YouTube ou ailleurs qui peuvent être portés par des marques dès lors que le contenu est intéressant et qui ne fait pas directement la promotion de la marque, mais que la marque joue un rôle intéressant. Moi, je suis très client. Je trouve qu'aujourd'hui, globalement, il y a des très bonnes choses qui sont faites en brand content. Tout l'écosystème digital est beaucoup plus permissif que ne l'est la télévision. Moi, je viens de la télévision. Les contraintes en termes de brand content sont extrêmement lourdes, rendent l'exercice quasiment impossible, à mon sens, aujourd'hui, et j'en ai fait beaucoup en télé. La souplesse qu'on a sur Twitch, sur YouTube, sur les réseaux sociaux permet beaucoup de créativité, beaucoup de souplesse. Donc, j'ai pas un contenu comme ça qui me vient spontanément, mais en tout cas, je trouve que l'écosystème digital
gaming et e-sport notamment, permet des super choses. T'es un vrai passionné. Est-ce qu'il y a un truc qui t'anime au quotidien pour faire bouger les choses, pour innover dans les différents projets? C'est ça, c'est d'innover. C'est d'innover. Moi, j'ai toujours cette motivation de dire, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer, comment on va pouvoir surprendre les audiences, les éditeurs, les marques. Comment c'est quoi notre gros projet cette année? Comment on va pouvoir cranter ce qu'on fait en passant encore un cap? C'est vraiment ça ce qui m'anime. C'est vraiment l'innovation. Est-ce que là, tu as un projet dans les prochaines semaines, les prochaines années que tu souhaiterais nous partager? Ouais, cette année, on a un gros challenge puisque on va accueillir pour la première fois en Europe une compétition culte de jeux de combat. Donc les jeux de combat, c'est Street Fighter, Tekken, tous ces jeux-là. Cette compétition s'appelle l'Evo. Elle existe depuis plus de 20 ans chaque été à Las Vegas. Elle existe depuis un peu moins de 10 ans chaque printemps à Tokyo. C'est vraiment la compétition culte. C'est un petit peu les JO des jeux de combat. C'est vraiment une compétition mythique parce qu'elle est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que toi, Nicolas, tu peux t'inscrire, participer à Evo. Il suffit de prendre son ticket pour participer et tu vas rentrer dans l'arbre du tournoi. Tu vas probablement te faire rapidement éliminer, mais tu auras peut-être la chance au premier tour de tomber contre le futur champion du monde. Et donc, on discute avec Sony, qui est co-détenteur de cette compétition depuis 2021. On a fait l'acquisition des droits de diffusion en France de cette compétition en 2022, 23 et 24. Et pendant tout ce contrat de diffusion, on a exploré la possibilité de faire venir la compétition en Europe, ce qui est devenu une réalité l'année dernière. On l'a annoncé à Las Vegas. Ça sera à Nice, donc. Nice qui nous a suivis dans ce projet d'accueil de cette compétition. Donc 10, 11, 12 octobre à Nice. C'est pas simplement une compétition, c'est une vraie convention. Il y aura des stands pendant 3 jours et même 3 nuits parce qu'on propose plein d'activités en dehors dans la ville. Ça va être vraiment un moment extraordinaire qui est extrêmement attendu par les communautés du monde entier. Le président Macron a même fait un tweet lorsqu'on l'a annoncé à Las Vegas spontanément. Donc c'est vraiment pour nous, c'est vraiment le grand challenge. Et puis on va être cette année encore impliqué dans la Paris Games Week. On gère la grande scène de la Paris Games Week, sur laquelle cette année aussi on prépare beaucoup de compétitions et d'activations pour des marques. Ah, super, on a hâte. On parle beaucoup de contenu. Est-ce qu'il y a des contenus autres que le e-sport qui t'ont inspiré dernièrement en livres, films, séries? Je suis un gros consommateur de contenu, c'est-à-dire que je lis autant que je peux. J'écoute beaucoup de musique, beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai mon abonnement YouTube Premium, donc je télécharge des vidéos et je les mate sans la pub. Donc je consomme beaucoup de contenu sur YouTube. Podcast aussi, il y a un podcast que j'adore notamment, qui est le podcast qui s'appelle Le goût de M, de Géraldine Saratia, qui est un podcast du magazine M, du Monde, qui s'intéresse au goût. Et je trouve le thème passionnant. Et même si les questions sont un peu toujours les mêmes, ce qui est intéressant, c'est de découvrir le goût et les goûts des personnes qui sont invitées. Donc c'est probablement mon podcast préféré. J'essaie de l'écouter aussi souvent que possible. Ah, c'est super intéressant. J'irai écouter. J'adorerais répondre à ces questions parce que je trouve que... On va lui envoyer un message. Non, mais je trouve que c'est un super thème, celui du goût. On n'a pas du tout parlé de Twitch. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est vraiment la plateforme qui va exploser? Est-ce que ça va rester comme c'est maintenant? Je m'intéresse beaucoup aux différents canaux de diffusion et aux plateformes. Et c'est vrai que Twitch existe. Mais voilà, les marques y arrivent, mais pas non plus. C'est pas de la folie non plus. Ouais. Donc, Twitch, c'est vraiment ce qui a fait exploser l'audience de l'e-sport. Hein. C'est-à-dire que l'e-sport existe depuis que le jeu vidéo existe. Hein. Je le dis souvent, mais en 2006, à Bercy, au Palais Omnisport de Paris-Bercy, il y avait déjà une compétition d'e-sport, le SWC. C'est là d'ailleurs que Bruce Granek, dont on parlait tout à l'heure, a été sacré pour la première fois champion du monde sur le jeu PES. Simplement, à l'époque, il fallait se déplacer pour voir de l'e-sport. Et avec l'arrivée de Twitch au début des années 2010, là, il y a eu vraiment l'explosion puisque l'e-sport est arrivé dans tous les foyers avec ce phénomène du streaming. Donc, Twitch s'est imposé comme la plateforme de référence.
Mais aujourd'hui, ça reste toujours la plateforme de streaming de référence, mais je pense que l'e-sport pourrait aujourd'hui arriver sur d'autres plateformes. C'est-à-dire que si une compétition majeure d'e-sport venait à être diffusée sur Amazon Prime Video, sur Netflix ou sur MyCanal, les gens iraient la suivre parce que on veut voir cette compète. Donc se projeter sur l'avenir de la place de l'e-sport sur Twitch, c'est assez difficile. On en revient à un point qu'on a abordé tout à l'heure, c'est l'absence des droits. Dès lors que des plateformes vont payer des droits pour acquérir des droits de diffusion exclusifs de telle ou telle compétition, ces compétitions n'auront moins de problèmes, auront moins de scrupules à quitter Twitch aujourd'hui qu'elles ne pouvaient en avoir il y a quelques années. Voilà. Donc je peux pas te dire. Ce qui est sûr, c'est que Amazon, propriétaire de Twitch, a plutôt revu à la baisse le partage des revenus avec les diffuseurs, avec les chaînes, avec les broadcasters, les créateurs de contenu. Et des expériences de plateformes concurrentes ont émergé ces dernières années. Elles se sont toutes plantées jusqu'au jour où une y arrivera peut-être. Donc bien malin celui qui pourra prédire l'avenir de Twitch. Et pour conclure, si tu devais résumer en une phrase ce qui guide ton engagement au quotidien, ça serait laquelle ? Je pense la passion et l'envie et surtout la conviction de se dire que le meilleur est toujours à venir. Voilà, moi je pense que ce qui m'anime, c'est de me dire c'est super ce qu'on a fait l'année dernière, mais qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine et on va faire encore mieux. Et voilà, ne jamais se contenter de ce qu'on a fait et toujours regarder devant. Super. Écoute, merci beaucoup Bertrand d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé autant de choses sur ton univers et sur ce qui te donne envie de te lever tous les matins pour accompagner les marques et les créateurs. À très vite pour suivre toutes tes productions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode vous a vraiment plu. Merci de le partager autour de vous et de me laisser une note de 5 étoiles dans un commentaire très sympa. Cela nous aide énormément à faire connaître le podcast. Si vous avez des projets en stratégie éditoriale ou en production de contenu vidéo et même audio, n'hésitez pas à contacter mon agence Story for Brands. Nous aurons plein d'idées pour vous. Au nom de toute l'équipe, on vous remercie encore pour le soutien et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.